Alors, on se retrouve pour le chapitre numéro 6 de l'ARED. Donc, ce chapitre va traiter de la connectique audio et vidéo. Donc, là aussi, on va voir la connectique audio analogique, la connectique audio numérique, et ainsi que la connectique vidéo analogique et la vidéo numérique. Donc, on attaque avec la connectique vidéo analogique, on va déjà faire la vidéo. Donc la connectique vidéo analogique la plus ancienne et peut-être la moins qualitative de toutes, c'est la prise RCA vidéo composite. Donc celle-là on la reconnaît parce que la vidéo est transportée sur un câble RCA jaune et l'audio est transporté sur deux câbles RCA, un rouge, un blanc, pour voix droite, voix gauche. Donc toutes les informations vidéo sont réunies sur un seul câble. Donc c'est ce qui fait que cette connectique vidéo est quand même moins qualitative, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux fois plus de câbles, c'est-à-dire de débit de données, même si en analogique on ne peut pas vraiment parler de débit, pour l'audio, alors qu'on en utilise un seul pour la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est une qualité qui est relativement faible. Donc c'est une connectique qui était encore largement utilisée dans les années 2000, et on trouve ce connecteur généralement associé à deux prises RCA pour les voies droite et gauche du son. On augmente un petit peu la qualité avec la fameuse prise S-Vidéo qui elle aussi était assez répandue dans les années 2000. Cette prise S-Vidéo elle est au format mini DIN, donc ça ressemble un petit peu aux prises qu'on trouvait avant pour clavier et souris. Et donc elle est aussi appelée YC, hein. La connectique S-Vidéo permet de diviser les signaux de luminance et de chrominance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour transmettre la vidéo en analogique, plutôt que de le faire sur un seul fil, on va le faire sur deux fils en séparant tout ce qui est luminosité de tout ce qui est couleur. Donc la chrominance, c'est le codage de la couleur. Et donc évidemment, si on regarde, on a la chrominance avec sa masse, on a la luminance avec sa masse, il n'y a pas de son. Donc ça veut dire qu'il fallait associer cette prise S-Vidéo à une connectique spécifique pour le son. Elle ne transmettait que la vidéo. Donc la qualité d'image est donc améliorée par rapport au signal vidéo composite. Ensuite, encore mieux, on a eu la prise RCA YQV. Alors YQV, on a séparé en trois voies le codage vidéo analogique. Donc on a un codage de luminance, et ensuite pour coder la couleur, on va utiliser deux voies, mais qui sont codées selon bleu moins luminance et rouge moins luminance, et puis on arrivait à en déduire le vert. Donc ce connecteur, le connecteur vert transporte la luminance, et le signal de chrominance est réparti sur les deux autres connecteurs. C'est la connectique qui offre la meilleure qualité en analogique, évidemment. Alors petit cocorico, la prise Péritel c'est une invention française, et elle a été très longtemps utilisée. On la trouve encore un petit peu sur certains téléviseurs, mais elle est vouée à disparaître quand même avec le temps. Mais c'était une invention française, donc la fameuse prise Péritel, très grosse, très large, qu'il était toujours impossible de brancher à l'aveugle, hein. Elle a été conçue quand même à la fin des années 70, et elle est aussi appelée la prise SCART à l'international, et il faut savoir que SCART ça veut dire Syndicat des constructeurs d'appareils, radiorécepteurs et téléviseurs. Donc là on voit bien que c'est une abréviation typiquement française. Et on trouvait quand même plein de choses dessus, hein. On trouvait la vidéo composite, donc sur un seul fil, mais on trouvait aussi également la répartition RVB, rouge, vert, bleu, de la vidéo, donc avec une qualité qui était assez bonne ma foi. Et puis il y avait aussi une innovation, et quelque chose qu'on ne retrouvait pas sur les autres connectiques analogiques, c'était la commutation. C'est-à-dire que la prise Péritel était capable d'envoyer un ordre au téléviseur de commuter sur une entrée qui venait de démarrer. Par exemple, si on allumait son lecteur DVD connecté en Péritel, ça faisait commuter directement le téléviseur sur l'entrée DVD. Alors c'est quelque chose qui est commun aujourd'hui quand même avec les prises HDMI, mais qu'on n'avait pas du tout avec la vidéo sur RCA ou YQV. Donc elle transporte l'audio également, hein, mais aussi le signal vidéo composite, le S-Vidéo et l'RVB. Donc là on arrive sur des prises vidéo analogiques, mais du monde de l'informatique. Donc la plus connue dans le monde de l'informatique, c'est la prise VGA, hein, la fameuse prise SUPD 15,
Sub D15 broche, elle est pas récente non plus, hein, elle date de 1987 celle-là. Et donc la prise VGA, c'est une prise purement analogique, d'ailleurs ça se voyait très bien, parce que si elle était mal enfoncée, on avait des problèmes de couleurs. On avait l'image, mais avec des couleurs qui étaient plus bonnes. Donc là, on avait une séparation du rouge, du vert et du bleu, avec des synchros, parce que la carte graphique était capable de faire fonctionner le moniteur à différentes fréquences, ce qui n'est pas le cas en télévision, puisque en télévision on est toujours à 50 Hz. Donc là, on arrivait à faire fonctionner à des fréquences plus élevées. Elle était utilisée à l'origine dans les ordinateurs et permet un affichage maximal théorique quand même de 2048 par 1536. Donc la prise VGA, elle est capable de faire passer du Full HD. Voilà, donc c'est quand même pas mauvais. Un dernier type d'antenne, enfin de prise vidéo analogique, c'est un peu particulier parce que c'est la prise d'antenne, donc la vidéo elle est modulée à l'intérieur, mais bon, elle est capable de faire transporter la vidéo aussi, donc l'antenne UHF-VHF, la VHF étant plus du tout utilisée, l'UHF est utilisée aujourd'hui pour la TNT, et donc cette prise, c'est une prise d'antenne hein, qu'on mettait au bout du câble coaxial, et il en existe deux types. Alors c'est un câble coaxial 75 ohms, c'est l'impédance du câble, à ne pas confondre avec l'impédance d'un câble coaxial pour le réseau qui elle est de 50 ohms. Donc 75 ohms c'est spécifique aux antennes. Hein. Et donc on a deux standards de prise. La plus ancienne c'est la 9 mm, couleur bleue. En règle générale, on respecte ce code couleur. Donc couleur bleue 9 mm, on n'en trouve plus beaucoup, hein. C'était les anciennes qui étaient comme ça, et les nouvelles sont plutôt de couleur verte à 9,53 mm. Évidemment, quand on essayait de faire rentrer l'une dans l'autre, 9 mm, 9,53, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça faisait que dans un sens, il fallait forcer, et puis dans l'autre sens, elle se débranchait tout le temps parce qu'elle ne restait pas à l'intérieur. Donc ça ne fonctionne pas bien quand on panache ces deux normes. Donc il faut toujours soit rester sur du 9 mm, soit sur du 9,53, sachant que 9 mm c'est l'ancien, 9,53 c'est le nouveau, il me semble que c'est 3/8 de pouce qui fait 9,53 mm. Et donc maintenant on passe à la connectique vidéo numérique. Donc une des premières connectiques vidéo numériques du monde de l'informatique, c'est la prise DVI. La prise DVI, en réalité, c'est pas une prise uniquement numérique, elle est capable de faire les deux. Elle va transmettre en numérique sur une partie du connecteur, mais elle est aussi capable de transmettre en analogique. Donc on a le DVI qui est capable de faire les deux, donc attention, si vous utilisez une prise DVI en sortie d'une carte graphique, vous n'êtes pas forcément sur une connectique numérique. Alors DVI, ça veut dire Digital Visual Interface, et donc c'est la première prise informatique numérique pour la vidéo, et elle autorise une définition maximale, remarquez que j'utilise le mot définition et pas résolution, hein, de 3840 par 2400, donc c'est un standard 4K. On est même au-delà de la 4K. Donc là, on voit que c'est une prise qui est quand même performante. Alors attention, pour avoir de la performance sur une prise DVI, il faut absolument être en dual link. Dual link, ça veut dire qu'on a doublé le débit de données. Hein. Il existe des prises DVI en single link. Alors attention, DVI I, ça veut dire qu'elle est capable de faire du numérique et de l'analogique, mais du numérique que en single link, et là je crois qu'on est limité au Full HD. Le DVI I en dual link, donc elle fait l'analogique et le numérique, cette fois on peut monter jusqu'à la 4K. On a le DVI D, single link, donc pas d'analogique du tout, et que le single link en numérique. Le même en dual link, DVI D dual link. Et on a le DVI A qui, lui, n'utilise que l'analogique, et ces signaux qui sont ici, qui pourraient laisser croire qu'on est sur du numérique aussi, c'est juste des signaux de commutation et de commande. Donc le DVI A, attention, il n'est pas numérique du tout. Donc trois types de prises, c'est ce que je dis, DVI A analogique, DVI D uniquement le numérique, et DVI I qui peut faire les deux. Le dual link est nécessaire aux définitions supérieures, donc à 1920 par 1200, c'est-à-dire encore plus haut que le Full HD. Ensuite, la prise HDMI, elle vient du monde de la télévision. HDMI, ça veut dire High Definition Multimedia Interface. Elle permet de transporter des signaux vidéo et audio par le même câble.
Donc le DVI, il n'était pas capable de faire passer l'audio avec. Hein. Le HDMI, lui, il peut le faire, il peut faire la commutation, il peut faire plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est le standard de prise qui s'est imposé un petit peu aujourd'hui. Donc on voit là les différentes broches du connecteur et le rôle. Donc on voit qu'on a de la donnée hein, qui est transmise sur ces broches-là, une horloge de synchronisation. On a le fameux CEC qui permet de faire transporter les signaux de la télécommande. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez la télécommande d'un lecteur DVD, vous pouvez commander le téléviseur avec, et inversement. Vous pouvez commander le lecteur Blu-ray avec la télécommande du téléviseur. Donc c'est le partage de télécommande si vous voulez. La détection de branchement à chaud. Donc ça veut dire branchement à chaud, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de redémarrer l'appareil quand on fait un branchement en HDMI, etc. Donc c'est une prise issue du monde téléviseur, contrairement à la prise DVI. Alors, on entend souvent dire qu'il faut il faut acheter un câble HDMI de haute qualité. Ça sert pas à grand chose, parce qu'il faut rappeler qu'on est en numérique. Donc en numérique, vous n'avez pas une image de meilleure qualité si vous achetez un câble plus cher. Si vous n'avez pas la transmission qui se fait, vous n'avez pas d'image du tout. C'est-à-dire, soit vous avez l'image en qualité optimale, soit vous n'avez pas d'image du tout. Donc il est inutile d'acheter un câble HDMI trop cher. En dessous de 2 mètres de longueur, tous les câbles sont équivalents, même les premiers prix. Après, il existe plusieurs versions HDMI. Donc de la plus ancienne, la 1.0, jusqu'aux plus récentes. Et donc c'est à partir de la version 1.4 qu'on peut faire passer de la 4K. Et en plus, on est capable de faire la prise en charge des contenus 3D. Ensuite, un autre type de connecteur numérique, c'est le DisplayPort. Alors, le DisplayPort, il est assez répandu aujourd'hui aussi, plutôt dans le monde de l'informatique. Hein. Le DisplayPort, il est utilisé beaucoup sur les cartes graphiques. Donc c'est une interface numérique qui ne nécessite aucun droit de licence. Donc ça veut dire qu'elle est libre d'être utilisée par n'importe quel constructeur. Et donc il utilise un type de connecteur DisplayPort standard, 20 broches, celui qu'on trouve sur les cartes graphiques, ou du mini DisplayPort qu'on trouve sur les ordinateurs portables. Elle supporte des définitions de 2560 par 1600. Elle transporte aussi l'audio. Et ce qui est intéressant avec cette prise, c'est qu'on peut avoir des connectiques DisplayPort entrée et sortie pour brancher des écrans en série, les uns derrière les autres. Le Thunderbolt. Alors, le Thunderbolt, ça ressemble un petit peu au DisplayPort, sauf que c'est conçu en partenariat avec Apple. Et normalement, à terme, ça devrait utiliser une fibre optique pour transmettre les données. La particularité du Thunderbolt, c'est qu'on va transmettre une ligne PCI Express en plus sur la connectique. Ça veut dire qu'on peut utiliser le Thunderbolt pour faire autre chose que de la vidéo. Donc, on a du DisplayPort classique et on a du PCI Express. Donc, ça veut dire que c'est comme si on connectait directement un périphérique sur un port PCI Express sur la carte mère du PC. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des disques durs externes, des écrans, des périphériques qui vont être capables de communiquer à grande vitesse. Il utilise un connecteur au format mini DisplayPort. Donc ici, nos PC ne sont pas équipés en Thunderbolt, on est capable d'acheter des cartes PCI Express qui nous fournissent une connectique Thunderbolt à l'arrière de notre PC. Donc il utilise une ligne PCI Express en plus des données vidéo, ce qui permet un débit théorique de 2,5 gigaoctets par seconde. C'est pas négligeable. Et de ce fait, du coup, il peut aussi concurrencer l'USB 3 qui, lui, fonctionne à 600 mégaoctets par seconde. Donc 0,6 gigaoctets par seconde. Donc la connectique audio analogique maintenant. Donc on a fait le tour de la vidéo, maintenant on va passer sur l'audio. Pareil, on commencera par l'analogique et puis ensuite on fera le numérique. Donc la connectique audio analogique la plus ancienne, c'est le câble RCA, on l'appelle aussi câble Kinch. Donc c'est une connexion qui utilise une prise coaxiale, la fameuse prise coaxiale rouge et blanche, donc rouge pour la voie droite, blanche pour la voie gauche.
Le signal a une tension de 0,7 à 1 volt, ça veut dire que si on devait mesurer la tension présente entre l'âme et le blindage, on aurait entre 0,7 et 1 volt, hein, suivant le niveau qu'on veut, avec une impédance de 10 kΩ. L'impédance, ça a son importance parce qu'il va falloir accorder la source à l'ampli par rapport à l'impédance. Donc son problème au câble RCA, c'est qu'il est très sensible aux parasites, d'autant plus s'il n'est pas blindé. Donc il est conseillé de l'utiliser sur une longueur de moins de 2 mètres, parce que sinon vous allez ramasser des parasites, et plus le câble sera long, et plus cette tension qui est déjà faible au départ va s'atténuer le long du câble, et plus le rapport signal sur bruit sera faible, parce que les parasites seront élevés par rapport à ce qui reste de signal. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise plutôt sur des distances qui sont courtes. Une autre prise assez ancienne, c'est la prise DIN pour l'audio. Elle n'est plus du tout utilisée aujourd'hui, hein. Elle a été utilisée dans les années 70, elle est complètement obsolète, sauf peut-être pour les synthétiseurs MIDI. Alors qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur MIDI? En fait, c'est quand on veut composer par ordinateur, on va brancher un clavier de piano, hein, sur son PC, et on utilise encore pas mal ce genre de prise. Ensuite, la prise XLR. Alors celle-là, on la trouve en sonorisation plutôt, hein, la prise XLR, plus que chez les particuliers. Donc c'est une connexion symétrique, de 4 volts sous 600 ohms d'impédance. Donc qu'est-ce que ça veut dire une connexion symétrique? Ça veut dire qu'on n'a pas un plus et une masse, mais on va avoir deux signaux qui sont opposés. Et ça va nous permettre déjà de mieux absorber les parasites, parce que le même parasite va se retrouver en positif et en négatif sur les deux connexions symétriques, donc ils vont pouvoir s'annuler. Et puis aussi parce que là je vais pouvoir atteindre des longueurs plus grandes, parce que l'atténuation va se faire à la fois sur le signal positif et sur le signal négatif. Donc ça c'est plutôt pour les appareils professionnels. Ça existe en prise mâle-femelle. Il y a un loquet qui permet de le bloquer dans sa position, donc c'est plutôt solide, hein. Il est très résistant aux parasites. Cette connexion utilise un câble avec une paire torsadée qui peut mesurer jusqu'à 100 mètres sans avoir de parasites qui sont trop importants. Chez les particuliers, on utilise plutôt la prise jack. Alors je vais venir un petit peu sur ce mot, hein, jack. Cette prise, on l'appelle prise jack, mais en réalité, jack en anglais, ça veut dire prise. Donc là, on est en train de dire que cette prise, elle s'appelle la prise. C'est un petit peu un pléonasme. Donc la prise jack, elle est beaucoup utilisée pour les casques audio, hein. Casque audio sur sa fameuse prise jack 3,5. Alors la prise jack, en fonction du nombre de bagues qu'on a dessus, on peut savoir si c'est une prise jack mono, donc plus et masse plutôt dans le sens là, ou alors si c'est une prise stéréo. Si c'est une stéréo, elle a deux bandes. S'il y en a trois, ce qui est possible aussi, ça veut dire qu'elle est stéréo, mais qu'en plus je peux avoir un micro dessus. Donc ça c'est pour les casques avec micro. Donc elle existe en mono ou stéréo. Donc si on parle de mono et de stéréo, on voit que la pointe réalise le plus de la voix gauche. Ensuite la bague suivante c'est le plus de la voix droite, et le corps qui fait la masse pour les deux. Elle existe en 6,35. Alors 6,35 mm c'est les grosses utilisées en sono. 3,5 c'est la plus commune, et puis il y a eu la 2,5 qui a été utilisée à un moment donné pour les téléphones mobiles, mais elle a été vite abandonnée parce que il fallait absolument, pour pouvoir mettre son casque préféré dessus, un adaptateur, et finalement mettre un adaptateur et avoir une prise 3,5, ça revenait à plus de place que de mettre directement la prise 3,5 sur le téléphone. Elle est surtout utilisée pour les casques et les micros grand public. Ensuite, en audio analogique, si on se retrouve de l'autre côté de l'ampli, c'est-à-dire côté puissance, on va utiliser cette fois des borniers à vis ou à pince. Donc les borniers à vis, c'est vraiment la méthode la plus simple, c'est-à-dire que on va aller dénuder le câble de grosses sections, de gros diamètres, et puis on va l'étamer préalablement pour éviter qu'un brin vienne faire un court-circuit, et ensuite on va le coincer. Donc ça c'est un bornier à pince, et ça c'est un bornier à vis. Donc le bornier à vis est utilisé sur les amplis et les enceintes de forte puissance. Le bornier à pince est plus pratique mais nécessite un pré-étamage des fils. Donc là c'est pareil, hein, le bornier à pince, si on vient mettre
un fil multibrin à l'intérieur, ben, il y a de bonnes chances pour qu'on puisse faire des courts-circuits, et ça, les étages de puissance, ils n'aiment pas beaucoup les courts-circuits. Une prise un peu moins connue, c'est la Spicon. Alors la Spicon, c'est utilisé vraiment pour les amplis de grosse puissance, donc sur côté puissance, hein, c'est un petit peu le pendant puissance de la prise XLR, avec son fameux loquet qui lui permet d'être maintenu enfoncé. Donc c'est une prise normalisée pour les enceintes de forte puissance qui nécessite des courants de plus de 40 ampères. Donc là, on est sur des grosses sections. Elle possède un système de verrouillage et existe en 2 ou 4 contacts pour pouvoir faire passer soit une voix, soit 2 voix. Et on passe maintenant à la connectique audio numérique. Donc pour faire passer le numérique, la première norme qu'on a utilisée, c'est le Toslink. Alors qu'est-ce que c'est que le Toslink? En fait, c'est une fibre optique qui va transférer des données numériques codées, et ça a été utilisé notamment en home cinéma. Donc le Toslink, c'est une prise à fibre optique, hein, et contrairement à la fibre optique réseau, c'est une fibre optique qui envoie de la lumière visible. Sur le réseau, on a vu en première que c'était de la lumière infrarouge, et bien là, sur le Toslink, c'est du visible. C'est pour ça qu'on arrive à voir si la prise Toslink elle est alimentée ou pas. Voilà, donc on a ces férules ici qui viennent se mettre à l'intérieur de la prise. Et donc Toslink, pourquoi ça s'appelle Toslink? Parce que ça a été sorti par Toshiba, donc c'est Toshiba Link liaison. Hein. C'est un câble à fibre optique. Les données audio sont transmises sous forme de lumière visible, issue d'une DEL, une diode électroluminescente. C'est une fibre en plastique. Attention, c'est pas de la fibre de verre, c'est une fibre plastique. Hein. Le débit n'est pas énorme, et donc c'est ce qui permet on va dire, de maltraiter, de donner des angles un petit peu plus faibles avec le Toslink qu'avec une fibre optique réseau, hein, qui est sensible à l'angle du virage. Le signal est au format SPDIF, donc on va voir que ce format SPDIF, il est utilisé pour la fibre optique, mais il est aussi utilisé pour un connecteur classique. Et SPDIF, ça veut dire Sony Philips Digital Interface, ça veut dire que c'est une liaison numérique qui a été conçue en commun entre Philips et Sony. Et donc, on a aussi le numérique qui peut passer par une prise RCA. Et là, c'est un petit piège, hein, parce que la prise RCA qui transmet le numérique audio, elle est de couleur jaune. Exactement comme la prise RCA vidéo analogique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la vieille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un branchement sur un home cinéma, on peut très bien se tromper entre les deux. En règle générale, c'est écrit SPDIF en dessous. Donc SPDIF, là on ne peut pas se tromper, hein. C'est une sortie numérique, digitale. Donc c'est une prise au format SPDIF qui permet de faire passer les données sur un câble coaxial ou sur un câble à 2 conducteurs classique. Donc c'est bien de l'audio numérique qui passe là-dedans. L'AES-EBU, alors l'AES-EBU c'est une connectique numérique qui utilise des fiches XLR. C'est utilisé dans les studios d'enregistrement, hein. Donc c'est un câble utilisant aussi une communication SPDIF, hein, ce même format numérique Sony Philips, mais avec une liaison symétrique sur prise XLR. Donc les prises XLR, hein, chez les professionnels, et donc principalement utilisées dans le domaine professionnel sur les DAT, Digital Audio Tape, c'est-à-dire les enregistreurs numériques, quoi. Et donc pour faire le bilan de ces connectiques audio et vidéo, on va faire un petit exercice pour voir ce que vous avez retenu. Donc première question, avec un câble RCA, sur combien de fils sont transmises les informations vidéo? Je parle bien d'un câble RCA, donc câble RCA, ça veut dire le câble rouge, blanc et jaune, analogique. Sachant que le rouge et le blanc sont utilisés pour faire passer l'audio, il n'y en reste plus qu'un seul pour la vidéo. Donc les données vidéo, les informations vidéo sont transmises sur un seul fil. C'est pour ça que c'est le moins qualitatif. Avec un câble YQV, sur combien de fils sont transmises les informations vidéo? Donc en YQV, c'est du vert, bleu et rouge qui ne transmettent que la vidéo. Donc ça veut dire que ces 3 fils sont utilisés pour la vidéo, donc j'en utilise 3. Avec un câble S-Vidéo, sur combien de fils sont transmises les informations vidéo? S-Vidéo, on a luminance et chrominance. Donc c'est que sur 2 fils.
Donc on voit la différence de qualité sur l'analogique, hein. Un seul fil, moins bon que sur 2 fils, moins bon que sur 3 fils. Donc RCA, moins bon que S-Vidéo, moins bon que YQV. 4. Sur quelle broche de la prise Péritel trouve-t-on le signal vidéo composite en sortie? Bon, alors ça, on n'a pas besoin de le savoir par cœur, hein, mais si vous regardez la forme du connecteur, c'est bien sur la broche numéro 19. Bon. 5. Une prise VGA transmet-elle du numérique ou de l'analogique? Le VGA, sub D, 15 broches, bleu, c'est évidemment de l'analogique. 6. Quelle différence y a-t-il entre les deux couleurs d'une prise d'antenne UHF? La prise d'antenne, j'ai deux couleurs possibles dessus, soit le bleu, soit le vert. Ces deux couleurs d'antenne correspondent finalement au diamètre de la prise d'antenne, entre les anciennes et les nouvelles. Donc c'est la taille de la prise qui change. Les anciennes en 9 mm et les nouvelles en 9,30, je sais plus, 4 je crois. 7. Une prise DVI-I transmet-elle du numérique ou de l'analogique? Alors DVI-I, si on résume un peu ce qu'il y a le DVI-I, il y a le DVI-A et le DVI-D. DVI-A analogique, pas de problème. Le DVI-D, D comme digital, donc c'est le numérique. Et le DVI-I va transmettre les deux, numérique et analogique. Que veulent dire les initiales HDMI? High Definition, définition. Donc on parle bien de haute définition, pas de haute résolution, hein. High Definition, multimédia, interface. Quelle est la principale différence entre une connectique DisplayPort et Thunderbolt? Eh bien, le Thunderbolt, lui, il est capable de transmettre une ligne PCI Express avec. Il ne fait pas que de la vidéo. C'est de la vidéo, mais avec encore une ligne, on va dire une ligne directe avec la carte mère en haut débit. Donc la connectique Thunderbolt transmet une ligne PCI Express en plus des informations vidéo. 10. Quel est le principal défaut du câble RCA? Donc, le câble RCA audio, hein, son principal défaut, c'est qu'il est très sensible aux parasites. 11. Quel type de connectique audio analogique est utilisé par les professionnels? Donc connectique audio analogique, c'est donc la fiche, toujours 3 lettres, avec le loquet, la fameuse fiche XLR. Alors on peut aussi dire qu'ils utilisent du Speak-On sur la partie puissance. Quel type de lumière est utilisé pour une fibre optique Toslink? Donc quand je dis type de lumière, ça veut dire est-ce que c'est de la lumière visible ou est-ce que c'est de la lumière invisible de type infrarouge? Et bien pour le Toslink c'est du visible, et on peut même préciser que c'est du rouge. 13. Quels appareils sont reliés par un câble muni de prise Speak-On? Alors les prises Speak-On, je l'ai dit plus haut, les appareils qui sont reliés, c'est d'un côté l'ampli, puis de l'autre côté les haut-parleurs de puissance. Donc amplificateur de puissance et les haut-parleurs. Et voilà qui conclut le cours pour aujourd'hui. À bientôt.